Il était une fois l'histoire d'un grand optimiste, prénommé Marc Vossen. À 6 ans, il rêvait de faire de la radio. Ce rêve, il le réalisera des années plus tard. Avec courage, passion et beaucoup de travail, Marc ne cesse de gravir les échelons et un beau jour de 2000, il est propulsé à la tête de Nostalgie Belgique, la radio numéro 1 en Belgique francophone. Il dirigera aussi Énergie et Chérie, une carrière qui s'achève en 2022. Marc est notre invité et il nous raconte les moments marquants de ce passage de flambeau et sa vision toute particulière du management. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Laurie et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emmasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Marc Vossen. Bonjour Laurie. Donc, comme tu l'as entendu, j'ai offert à nos auditeurs une biographie ultra condensée de ta personne, mais je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Alors, si je te demandais de te présenter là tout de suite, comment te décrirais-tu ? Alors aujourd'hui, j'ai l'habitude, je ne faisais pas ça il y a quelques années ou quelques décennies, aujourd'hui j'ai l'habitude d'utiliser mon nom et mon prénom pour me présenter en fait. J'aime bien parce que j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien jouer avec les lettres. Et ça, le fait d'intégrer son prénom dans sa présentation et son nom dans sa présentation ancre un peu plus ce que nous sommes, ce que nous sommes ici sur Terre. Et je commence toujours par mon nom. Et dans mon nom, en fait, il y a des lettres qui sont importantes, toutes d'ailleurs, mais les deux premières sont essentielles parce qu'elles représentent mon père et ma mère. En tout cas, un de leurs deux talents, une de leurs deux forces. Mon papa, donc Vossen, avec le V, de vaillance. Mon papa était quelqu'un de très courageux, de vaillant. Je le voyais en fait très souvent sur son lit le matin, la tête entre ses mains, tenter de se réveiller après une nuit compliquée parce qu'il avait peu dormi. Et je trouvais qu'il avait beaucoup de courage dans son entreprise. C'était un entrepreneur, chef d'entreprise, et je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de courage. Et donc j'aime bien ce terme vaillance. D'ailleurs, la vaillance me rappelle aussi les chevaliers du temps passé. Et puis il y a le haut de l'optimisme. Ça, c'était ma maman. Voir toujours les bouteilles à moitié pleines. On reparlera peut-être de l'optimisme plus tard, mais c'est un des éléments forts de ma personnalité. Puis il y a le S de spiritualité, parce que j'aime bien tout ce qui est invisible, tout ce qui ne touche pas à ce qui est terrestre et ce qui est plutôt céleste. Et puis le deuxième S, c'est le S de solidarité, parce qu'on est plus fort ensemble. Et il y a une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup. Rêver seul reste un rêve, rêver ensemble devient la réalité. Et puis il y a le E de l'enthousiasme, parce que je suis quelqu'un de très enthousiaste et qui a fait de l'enthousiasme une de ses forces essentielles dans sa manière de gérer et diriger une entreprise. Et puis il y a le N de nature, parce que j'adore la nature, je suis un homme nature, donc assez authentique, en tout cas qui essaie de l'être aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cet élément, nous sommes de la nature, nous les êtres humains. Et puis il y a le M de Marc, le M de... Alors, on peut dire musique, on peut dire aussi magie. Musique, évidemment, c'est mon monde depuis 42 ans. J'ai vécu toute ma vie dans la musique. C'est un bonheur extraordinaire. Je ne comprendrais pas, d'ailleurs, que l'on puisse vivre sans musique. Je suis d'accord. Et puis, il y a le A de amour, parce que je pense que c'est l'élément essentiel. S'il ne reste qu'une chose dans la vie, c'est ça. Et le R de rêve, je parlais de rêve avec John Lennon, mais le rêve, pour moi, on est sur Terre pour réaliser nos rêves. Et on est là pour ça. Et c'est même très égoïste si on ne les réalise pas. Parce qu'on a vraiment une vraie mission sur cette terre, c'est de les réaliser. Évidemment, dans le respect de l'autre et de la terre. Et puis il y a le C de chance, parce que je pense que la chance intervient dans la vie, mais qu'est-ce que la chance ? On y reviendra peut-être plus tard. Voilà. En tout cas, c'est une très originale façon de se décrire. Je pense que je vais aussi me lancer dans l'exercice après cette émission, mais passons quand même à la question suivante. Donc, tu as été jusqu'à tout récemment, comme tu l'as dit, CEO de N Group, le groupe média qui comprend notamment Nostalgie et Énergie, 2 grandes radios en Belgique. Peux-tu nous parler un peu de N Group et en termes de chiffres notamment? Je crois savoir que tu es assez fier de ce que tu as accompli dans ta carrière. Oui. En fait, je ne sais pas si... En fait, oui, j'aime bien le mot fier, parce que là aussi, il y a 4 lettres qui représentent quelque chose. Faire, le F de fédérateur, le I de inspirant, le E de enthousiaste et le R de rêveur. Je pense que c'est
pour ça que je suis fier. Et en fait, je suis fier d'avoir pu réaliser mon rêve tout au long de ma vie. C'est une fierté. De ne pas avoir fait de compromission avec ce rêve. Ou avec la réalité, peut-être, plus. Je suis fier aussi d'avoir entraîné plein de gens avec moi pour pouvoir réaliser ça. Et sans eux, j'y serais jamais arrivé. Et ce N-Group, en fait, c'est une entité qui était constituée de... D'abord, j'ai été directeur général de Nostalgie, et puis en 2000, et puis en 2010, fin 2010, on a décidé de rassembler en fait les deux équipes Nostalgie Énergie, et j'en suis devenu le directeur général. Et cet assemblage de deux équipes qui venaient de deux univers différents, on a un actionnaire identique qui est le groupe Énergie France, mais on n'était pas ensemble. Et là, on s'est rassemblés. Et là, j'ai compris en fait une chose extraordinaire, c'est que ce que j'avais jamais compris, et ça d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre aussi que les mathématiques n'étaient pas tout dans la vie. C'est-à-dire qu'on m'a toujours appris que 1 plus 1 égale 2. Et là, j'ai compris que 1 plus 1 égale 3. Parce que ce qui est magnifique, c'est que quand on rassemble des individualités, qu'on les met ensemble, et qu'elles sont complémentaires, vous n'obtenez pas 2 quand vous les rassemblez, et vous parvenez à leur faire prendre le même chemin. Vous obtenez 3, beaucoup plus que la somme pure des individualités qui composent le groupe. Et donc ce groupe-là, et cette manière de bosser ensemble nous a permis de grandir. On était, à Nostalgie, on était 23, on est devenu 115 pour tout le groupe, où je rajoute à côté de Nostalgie Énergie Chérie et Nostalgie Plus. Et ça nous a permis de vivre des aventures juste exceptionnelles. Donc pour moi, N-Group, c'est un groupe qui a permis à plein de gens d'évoluer et d'être fiers eux-mêmes de ce qu'ils font. Et un des axes essentiels de cette entreprise, c'est précisément l'humain. C'est le centre de notre stratégie, c'était l'humain. Et c'est toujours l'humain. Avant le profit. Oui, bien sûr, il faut être profitable, mais jamais au détriment de l'humain. Donc c'est ce groupe qui aujourd'hui, en termes de chiffres, si on reprend le chiffre d'affaires, aujourd'hui on est à 26 millions d'euros. Ce qui est beaucoup d'argent quand on les compare en francs belges. Vous ne connaissez pas les francs belges ou presque pas. Moi, je les ai vécus. C'est beaucoup d'argent. Et puis le résultat opérationnel final avant impôt, c'est 8 millions d'euros. Donc c'est une marge extraordinaire de bénéfices et de résultats. Et ça, c'est parce qu'effectivement, nous avons eu des équipes compétitives extraordinaires avec des gens, des hommes et des femmes fabuleux. Et ce véritable esprit d'équipe nous a amenés là où on est aujourd'hui et à des niveaux en termes de chiffre d'affaires et de résultats exceptionnels. Et puis, tu l'as dit, Nostalgie est numéro 1 depuis maintenant 4 ans. Et Énergie se porte bien et de mieux en mieux. Et Chérie et Nostalgie Plus aussi. Donc c'est vraiment un groupe qui fonctionne très très bien. Est-ce que ça répond à ta question ? Tout à fait. On sent évidemment cette passion de la radio qui est bien ancrée en toi. Et comme on l'a dit en introduction, pour toi c'était un rêve d'enfant. Quel est le chemin que tu as décidé de suivre et qui t'a amené finalement à devenir un CEO ? Écoute, donc je rêvais de faire de la radio quand j'avais 6 ans. J'écoutais dans mon jeune âge les radios pirates qui étaient sur les bateaux pirates, puisqu'on pouvait pas émettre sur les terres en Europe depuis la fin de la guerre, en tout cas pour les radios privées. Les radios publiques occupaient l'ensemble de l'espace radiophonique. Et en fait, j'étais subjugué par ces voix qui venaient d'ailleurs, subjugué par ces voix qui sortaient d'un petit truc, tu vois, d'un transistor, comme on l'appelait à l'époque. Moi, je trouvais ça juste incroyable. Et j'étais en train de me dire, à chaque fois que j'entendais une chanson, je m'imaginais que les chanteurs et chanteuses étaient sur place, tu vois, dans la radio. Les tourne-disques, les disques, je les avais pas encore en tête, je ne les visualisais pas. Et j'imaginais que ces voix venaient de là, tu vois. Et moi, entendre des voix qui venaient, tu vois, d'ailleurs, du ciel, des voix qui venaient du ciel. Moi, j'étais juste subjugué par ça. Et puis, à 15 ans, en 72, il y a un film qui s'appelle « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » de Jean-Yann.
et où Jean-Yann, que j'admirais beaucoup, était un patron de radio, Radio Plus, et un patron de radio plutôt rebelle. J'aime bien d'ailleurs, ça aurait pu être un air de rebelle pour Marc. J'aime bien d'ailleurs cette rebellitude. Et je dis à ma marraine avec qui je suis, ça je veux être. J'ai pas dit ça je veux faire. J'ai dit ça je veux être. Et puis à 18 ans, je dis à mes parents que je veux faire comédien à l'IAD. Et mes parents me disent, attends Marc, et d'abord un vrai diplôme, après on verra. Et donc, comme j'étais pas compliqué, un garçon compliqué, mais que je n'aimais ni les langues, en tout cas, j'étais pas doué en langue, ni en sciences, ni en maths. Je parlais de maths tout à l'heure, 1 + 1 = 2. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui avec plaisir qu'un 1 + 1 = 3. Je dis, je vais faire le droit. Et alors, ce qui est extraordinaire, alors, c'est que je vais faire le droit. Je fais 2 ans à Saint-Louis, puis j'arrive à Louvain-la-Neuve en 78. Qu'est-ce qui se passe en 78 à Louvain-la-Neuve? Les radios libres démarrent. Les premières radios libres en Belgique, pirates, c'est à Louvain-la-Neuve, entre autres, que ça se passe. Et là, je remonte, j'arrive place des Sciences, il y a une pyramide en bois. Il y avait les studios de Radio Louvain-la-Neuve qui étaient là. Je vois de la lumière, je rentre. Et je leur demande, est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai envie de faire de la radio. Ben, tu vas commencer par passer l'aspirateur. Et j'ai commencé à passer l'aspirateur dans les studios radio. Et ce qui est génial, c'est que un jour, je passais l'aspirateur, c'était fin de journée, et un animateur me dit, tiens, mon co-animateur n'est pas là. J'ai entendu que ça t'intéressait de faire de la radio. Est-ce que tu as envie de faire de la radio? Tu me le demandes pas 2 fois. Je me suis assis derrière un micro. Et là, j'étais sur le cul, pardon. Mais c'était exactement ce que je rêvais, ce dont je rêvais, les images que j'avais, la visualisation, la projection que j'avais, c'était là. J'ai plus jamais quitté ce milieu de la radio. Et donc, si tu veux, ce qui est dingue, c'est que la vie, à plusieurs reprises, m'a potentiellement éloigné de ce milieu. Et à un moment, en 83, les radios libres démarraient, mais elles étaient pas, on gagnait pas notre vie avec ça. Et je suis à Contact, et je me marie, et on va avoir un enfant. Et mon père me dit, mais Marc, tu veux avoir un enfant, tu devrais peut-être faire en sorte que tu parviennes à payer les choses pour faire grandir ta famille. Et là, je me suis dit, ok, je vais utiliser mon diplôme de droit que je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Et je présente des examens au ministère de l'Emploi et du Travail, à l'administration publique. Et je suis engagé à l'administration publique. 2 jours, écoute-moi bien, 2 jours, Laurie, après que j'ai commencé dans cette administration, j'entends sur RMC, Radio Monte-Carlo, Jean-Pierre Foucault, qui dit, il y a un concours d'animateurs. Nous faisons un concours d'animateurs. Là, mon sang ne fait qu'un tour, et mon intuition, et mes envies, et mon cœur rebattent. Et je me dis que je vais les présenter. Et je vais, pendant les vacances, en juillet, alors que j'ai commencé à l'administration publique, je vais à Monaco. Premier stade, premier test, je réussis. 2e stade, 2e test, je réussis. J'y retourne, 3e test, je réussis. Et au bout des vacances, donc fin août, je suis donc à l'administration publique depuis 2 mois. On me dit que je suis retenu parmi les 4 animateurs. Et là, le choix cornélien, parce que je suis engagé pour 3 mois. Le choix cornélien, je suis marié, ma femme a un boulot ici, moi je suis rentré dans l'administration publique, enfin je vais gagner ma vie correctement comme mon père dirait. Et là j'ai un choix cornélien. Est-ce que je vais partir pour 3 mois, parce que peut-être que ça ne durera que 3 mois à Monaco. J'en parle à mon épouse qui me dit, écoute Marc, fais ce que tu veux, moi je te suis. Et on décide, finalement. Mais je peux raconter, je sais que je suis long, mais je peux raconter, il y a un truc génial. Donc, je dois téléphoner un lundi à 17h. On est début septembre. À 16h59, je ne sais toujours pas si je vais dire oui ou non. Mes parents, ma femme, tout le monde m'avait dit, écoute, fais comme tu l'entends. Donc, je n'avais aucune pression de l'extérieur. Néanmoins, j'étais en train de me dire, Marc, tu vas peut-être foutre en l'air un boulot que tu viens d'avoir et tu vas effectivement être dans la lignée, l'administration publique, le juriste, etc.
et tu veux simplement faire en sorte que ton rêve continue à fonctionner. Et tu veux réaliser ce rêve. Qu'est-ce que tu fais? À 16h59 et 59 secondes avant le coup de fil, je ne sais toujours pas. J'avais fait les listes, les plus, les moins, les bazars, les machins. Tout ça, je ne savais pas. À 17h pile, le téléphone sonne. Première sonnerie. J'ose pas prendre. Je ne sais toujours pas. Deuxième sonnerie, je ne sais toujours pas. Troisième sonnerie, je ne sais toujours pas. Quatrième sonnerie, je prends. Et de l'autre côté du bout du fil, j'ai Simon Monceau, le directeur des programmes de Monaco, de RMC à l'époque. Il me dit, alors Marc, vous venez? Et là, que crois-tu que j'ai répondu? Oui. Bah oui. Parce qu'à un moment, en fait, ce qui est génial, c'est que ton intuition, il y a ton cœur qui parle. Et c'est lui qu'il faut écouter. Avant toutes les raisons du monde, écoute ton cœur. J'ai écouté mon cœur. Je suis parti à Monaco. Mon épouse est venue me rejoindre. On n'est resté que 3 mois, finalement. Parce que mon épouse ne parvenait pas à s'adapter à Monaco. Et que de toute façon, Simon Monceau m'a dit, écoute, Marc, finalement, ta voix c'est pas celle qu'on rêvait d'avoir. C'est finalement, non. On clôture. Mais ça m'a fait rentrer à nouveau dans la boucle de la radio. Et j'y suis allé, je suis retourné à Contact, et puis j'ai été journaliste, et puis j'ai créé plein de radios, et j'ai grandi au fur et à mesure. Producteur, responsable des programmes, d'antenne, etc., et puis directeur général de Nostalgie. Et ce qui est dingue, à chaque fois, j'ai des anges qui sont venus me taper sur le bout de l'épaule, ou mon petit Jiminy Cricket, hein, tu vois, et qui te rappelle, suis ta voix, tu sais que c'est la bonne. Et il y a encore des jours où je me dis, mais mince quoi, je vois 42 ans de cette incroyable aventure professionnelle, et je me dis, je n'ai fait que rêver, et réaliser mes rêves. Et on s'imagine bien qu'après une telle carrière, la décision de laisser sa place à un successeur, en l'occurrence ici donc Kim Baines, a constitué une étape majeure de ta vie. J'ai plusieurs questions par rapport à cela. Je vais commencer par celle-ci. Je pense que nos auditeurs sont assez curieux de savoir quand tu as commencé à penser à cette succession. Alors, j'avais peur de mourir à 59 ans. Mon père est mort à 59 ans, mon grand-père est mort à 59 ans. Et donc, j'ai eu cette urgence dans la vie permanente de réaliser les choses au plus vite pour pouvoir tout faire avant 59 ans. Il se fait qu'à 59 ans, je vais raconter une petite histoire. Je suis à un mariage au Maroc. Un ami se marie là-bas. Et autour de la piscine, t'as un certain nombre de vedettes de la chanson, dont un gars que j'adorais, Michel Fugain, qui fait partie de mon enfance. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et Alain, celui qui se marie, et qui connaît mon histoire, qui connaît ma peur de mourir à 59 ans. Alain, à 11h58, le 27 mai, le 28 mai à minuit, j'ai 60 ans. Alain, à 2 minutes de mes 60 ans, coupe la musique et annonce en direct à tous les invités, mon ami Marc a peur de mourir à 59 ans. Il lui reste 2 minutes à vivre. Peut-être que s'il vit dans 2 minutes, il acceptera de plonger, vous accepterez peut-être de plonger avec lui dans la piscine pour sa renaissance. Je suis scotché. Le mec, il raconte ça à des gens que j'admire, etc. Enfin, et ils rigolent. Et ils font le décompte. À minuit, j'ai 60 ans. Je vis toujours. Je plonge dans la piscine avec Michel Fugain, Michel Leb et les autres. Et je dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. Tu racontes quelque chose à quelqu'un, un ami, et qui te veut du bien, et qui fait cette incroyable annonce, et qui me permet de passer dans ma soixantaine, avec joie, bonheur, dans la piscine, et d'un mariage, enfin, avec des stars que j'admire. Et c'est à ce moment-là, alors pas dans la piscine, mais dans les jours et les semaines qui ont suivi, que je me dis, ok, puisque la vie m'offre un petit peu plus que ce que j'imaginais, je vais essayer d'utiliser ça au mieux. Et je ne veux pas faire l'année trop en tant que CEO. Donc je décide d'arrêter à 65 ballets. Mais pour ça, il faut préparer ça. Et donc, 6 mois plus tard, je sais qui est-ce que je veux qui me remplace en interne.
c'est Kim Benz, dont tu as parlé, qui est un gars exceptionnel, bien meilleur que moi dans plein de domaines, et qui est là depuis à ce moment-là 4 ans. Et je lui pose la question, est-ce que tu veux me succéder dans 4 ans? Il me dit non. Ok, c'est pas grave. Je suis revenu 1 an plus tard, je lui ai reposé la même question, il m'a dit oui. Et donc, entre 3 ans et 3 ans et demi avant mon départ, on a commencé à préparer cette succession. Et en fait, on a fait toutes nos maladies au fur et à mesure. Et quand je dis maladie, c'est-à-dire l'ego, la soif de pouvoir ou l'amour du pouvoir que j'ai, qui est réapparu de manière régulière, et lâcher petit à petit le pouvoir, moi qui aime le pouvoir. Lâcher petit à petit le pouvoir, c'est très compliqué. Le céder au fur et à mesure, c'est très compliqué. Transmettre, c'est compliqué, mais c'est jouissif. Parce que quand on part, on sait qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner. Et que après, c'est à lui de jouer et aux équipes de jouer ensemble. Et j'ai pu lâcher au fur et à mesure tout ce que j'avais à lâcher. Il y a une phrase magnifique que Guibert Delmarmol, qui est un de mes mentors, on en parlera après la question. Oui, absolument. M'a dit, c'est pas de lui, c'est de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, hey Joe, guitariste extraordinaire, je pense qu'il l'a dit en 1966. Quand l'amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l'amour, le monde connaîtra la paix. Et j'ai ce sentiment. Je ne dis pas que j'ai raison, et je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est ce que je ressens profondément, d'avoir remplacé petit à petit cet amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour. En tout cas, d'en prendre conscience pleinement et de mettre en place les choses pour que Kim, ce mec que j'aime vraiment beaucoup, puisse se déployer et que les équipes tout autour de lui puissent se déployer et réaliser ce qu'il a réalisé, continuer à réaliser et donner le tempo qu'ils ont envie de donner à cette entreprise. Quels ont été les critères de choix de ton successeur? Est-ce que c'est une question de valeur, de mentalité? Qu'est-ce qui a joué là-dedans finalement? J'avais eu l'occasion de voir les compétences de Kim, donc les hard skills depuis quelques années, puisque je l'avais engagé, j'étais le chercher dans notre régie publicitaire IP, une de nos 2 régies publicitaires IP, comme directeur marketing. Et donc il avait cette vision marketing, cette connaissance des études. Et j'ai découvert en fait un mec qui aime la radio, qui est passionné par ce métier. Et qui en connaît vraiment un bout. Et on voit, c'est un enthousiaste, il a fait de la radio, il a joué avec la radio, c'est un homme de radio. Et mixé à ça, avec ses connaissances en marketing et en études, il a aussi une extraordinaire connaissance en digital. Et le digital, c'est évidemment un élément clé de l'évolution des médias. Et donc, tous ces éléments mis ensemble, hard skills m'avaient interpellé. Mais les soft skills, les valeurs humaines, la manière d'être avant la manière de faire, le savoir-être avant le savoir-faire. Et ça aujourd'hui, et on le sait dans toutes les entreprises aujourd'hui et demain, le savoir-être va être un élément, et est un élément déterminant pour la sélection, le choix. Et ce savoir-être, ça va dans les 2 sens d'ailleurs, parce que ça va dans le sens de employeur-employé, mais ça va aussi dans le sens employé-employeur. Et ce savoir-être de l'être humain, ce savoir-être d'un groupe d'êtres humains, ce savoir-être de l'entreprise en elle-même, ce sont des valeurs essentielles. Et donc les valeurs de Kim, c'était des valeurs humaines. C'était des valeurs de bienveillance, c'était des valeurs de confiance, c'était des valeurs d'authenticité. Et ce sont 3 éléments qui, pour moi, sont essentiels dans le choix des personnes. Et de faire en sorte aussi que le sens partagé, la mission de vie de l'entreprise soit évidemment comprise. Cette mission qui sont de balancer des ondes positives, de rendre effectivement, de faire en sorte que cet optimisme dont je parlais soit un élément clé. Tous ces éléments-là, ces soft skills qui me les avaient, c'est ce qui m'a fait comprendre que il était l'élu, la personne, ça me rappelle Matrix, hein, la personne qui allait pouvoir continuer ce qu'il y avait à continuer et renouveler ce qu'il y avait à renouveler.
Donc tu disais les soft skills des collaborateurs, mais aussi les soft skills des managers. Et donc c'est la transition idéale pour ce que je vais te demander maintenant. Comment décrirais-tu le CEO idéal en 2022 ? Je pense que les trois éléments que je viens de te donner d'abord, que sont la bienveillance, la confiance et l'authenticité, sont des éléments pour moi essentiels. C'est la base. Alors, dans ces éléments, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans la bienveillance, alors je t'ai parlé d'amour, je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense que les CEO, les managers, s'ils n'aiment pas les gens, demain ne seront plus CEO managers. Alors, il faut pas les aimer et les embrasser sur la bouche. Dans le milieu du travail, c'est pas nécessairement l'idéal. Mais il y a un truc intéressant que les Grecs nous ont appris. Le mot l'amour, en fait. Les Grecs ont trois manières de désigner le mot amour. Il y a l'éros, le côté sexuel des choses, qui en entreprise, c'est pas vraiment l'idéal, on a vu. C'est bon qu'on puisse dire. Il y a la philia, ce qui est l'amitié, et l'agapé, l'amour universel. Pour moi, en fait, l'amour, c'est l'agapé, et en milieu d'entreprise, en milieu entrepreneurial, c'est l'agapé, l'amour universel, aimer les gens. Et c'est la philia, c'est cette bienveillance. Aimer les autres, aimer les personnes, les équipiers avec qui tu travailles. Et pour moi, c'est un élément essentiel, et je l'ai dit tout à l'heure, l'humain au sein d'un groupe est un élément essentiel, avant le profit. Avant le profit, bien sûr, faut être profitable, parce que ça fait vivre les uns et les autres, à tous les niveaux, mais l'humain. Et dans le mot confiance, il y a aussi un élément essentiel, et je reprends souvent l'image du bébé. Quand il apprend à marcher, l'enfant, s'il n'est pas entouré de bienveillance pour lui dire « vas-y, recommence, tu vas y arriver ». S'il n'y a pas cette confiance dans le « tu vas y arriver », il marche jamais. Et cette bienveillance et cette confiance, en fait, amènent l'être humain à être plus authentique. Parce qu'ils sont dans un milieu qui leur permet effectivement d'être authentique. Et plus tu as de l'authenticité, plus tu as confiance en toi, plus tu peux être qui tu es vraiment. Et plus tu as confiance en toi, plus tu peux prendre des responsabilités, avoir de l'audace, oser. Et plus tu peux prendre des responsabilités, plus tu peux devenir un leader. Plus tu peux affirmer ton leadership. Plus tu peux affirmer ton leadership, plus tu peux le partager autour de toi. Plus tu le partages autour de toi, plus tu as confiance. Plus tu as confiance, plus tu peux demander aux autres. Tiens, au fond, la question du leader, c'est qu'en pensez-vous? Et plus tu peux poser la question aux autres, plus tu leur donnes confiance. Et c'est un cercle vertueux qui se crée. Et le leader devient un leader participatif. Et ce leader participatif, cette question, c'est qu'en pensez-vous? Et puis, de cette participation, on en fait ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises libérées. Et ces entreprises libérées, c'est quoi? C'est l'art de décider ensemble. C'est de l'intelligence collective. C'est pas l'art de discuter ensemble. C'est l'art de décider ensemble. Ça, c'est l'intelligence collective. C'est le leadership participatif. C'est le leadership. Et c'est cette manière aujourd'hui que les CEO et les managers, s'ils ne pratiquent pas ça aujourd'hui et demain, ils meurent, si je peux me permettre. Ils ne seront plus là. Eh bien, nous arrivons déjà aux traditionnelles questions de fin de cet épisode. Donc, la première question qu'on pose à tous les CFO, et s'ils veulent s'interroger dans Once Upon a Business, c'est celle-ci. Qui considères-tu comme le mentor de ta carrière? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est là que je vais devoir essayer d'être court, mais ça va être compliqué. En fait, j'aime pas le mot carrière. Parce que j'ai l'impression de construire quelque chose qui a été, qui était construit au départ, et j'aime pas ça, en fait. La vie professionnelle se construit au fur et à mesure en fonction des opportunités et des gens que tu rencontres. Et pour moi, les mentors, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Parce que c'est dans l'autre que j'ai été trouver des choses que je n'avais pas moi-même. Et c'est dans l'autre que j'ai vu le miroir de ma propre personnalité et d'essayer d'améliorer ce que j'avais à apprendre. Alors, si j'avais des noms à donner, il y a mes compagnes. J'ai eu 2 compagnes dans la vie qui m'ont accompagné et qui ont été des mentors parce qu'elles ont été le complément de ce que je n'étais pas. Mes enfants, qui, de la même manière, j'apprends énormément à leur regard et dans leur propre regard par rapport à ce qu'ils me disent de moi et ce que je peux voir d'eux. Et puis alors, il y a des personnes clés que j'ai pas connues, Molière, Léonard de Vinci,
Merlin l'Enchanteur, Marie, parce que l'anagramme du mot Marie, c'est aimer. Et puis alors, je citerai Guibert Delmarmol, qui m'a permis de mettre l'humain au sein de l'entreprise, qui m'a permis de me dire, construis, Marc, des informations autrement que celles qu'on entend, fais des informations constructives, qui m'a permis de me dire, il faut créer effectivement ce leadership participatif et l'entreprise libérée. C'est lui qui m'a guidé sur plein d'éléments essentiels que N-Group aujourd'hui, dont N-Group dispose. Puis il y a Catherine Servaz, qui est mon amie et qui a été ma patronne à différents moments dans ma vie, qui m'a permis de grandir, et Bruno de Cartier, qui lui m'a aidé. Alors, puisqu'on s'adresse à des CFO et à des CEO, mesdames, messieurs, je vais vous faire une confidence. Après toute cette carrière, je ne sais toujours pas lire un bilan de société. Ai-je honte? Non. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient bien plus calées que moi pour me dire ce que j'avais à lire et à dire. Et quand on a autour de soi des gens, et tous ces équipiers et équipières, qui eux aussi ont été des mentors, qui m'ont permis d'être qui je suis vraiment, et de me révéler à moi-même totalement, c'est juste exceptionnel. Et donc je les remercie 1 million de fois. Donc on peut, en tant que CEO, ne pas être capable de lire un bilan de société et faire en sorte que cette société réussisse malgré tout. Voilà qui est dit. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as une potion magique ou une botte secrète? Je vais être court. L'intuition. Faire confiance à son intuition, son petit doigt. Qu'est-ce que mon petit doigt me dit? Être capable de pouvoir se poser un moment, arrêter de raisonner, laisser parler son cœur. Et ce 6e sens que l'on a tous, mais qui est bouffé par cette rationalité et ce côté raisonnable que le monde nous demande de suivre. Suivez votre intuition. Faites la pause. Essayez de méditer ou à un moment ou à un autre d'aller vous promener dans la nature pour faire en sorte d'écouter votre petite voix. Votre petite voix a toujours, écoutez-moi bien, toujours raison. Et j'aimerais maintenant clôturer cette émission en beauté et te demander quelle est la morale de ton histoire. Aimer. Aragon dit aimer à en perdre la raison. Je pense que j'ai perdu souvent la raison. Mais c'est pour aimer. Et je trouve que c'est plutôt bien. Mais voilà une super bonne note de fin. Merci Marc Vossen de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci aussi. Et à bientôt. À bientôt. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.